Bien, on va commencer la réunion. Donc, bonsoir aux personnes qui nous regardent. Merci aux participants qui vont nous poser des questions. Merci également aux intervenants que je vais vous présenter à la suite. Donc, le thème que nous abordons ce soir, c'est justice, aide sociale à l'enfance et placement abusif. Ces trois items sont liés, comme on le verra un peu plus loin, parce que souvent la justice est saisie en premier, ensuite intervient l'aide sociale à l'enfance et très souvent ça peut aboutir sur des placements et des placements qui souvent sont abusifs. Donc je vais vous présenter les intervenants. Vous avez d'abord Maître Michel Amas, qui est avocat au barreau de Marseille, qui a présenté un projet de loi modifiant la procédure de placement et qui envisage de créer un Grenelle sur les placements, justement, auxquels seront conviés les parents qui pourront s'exprimer sur ce thème. Ensuite, vous avez Stéphane Lambert, président d'Équité parentale, que vous connaissez parce que nous travaillons beaucoup depuis quelques temps ensemble. Voilà, donc je vais passer la parole à Maître Amas, qui va vous parler un petit peu des placements abusifs et de son travail, ce qu'il fait actuellement. Eh bien, bonsoir, donc je suis Michel Amas, avocat au barreau de Marseille. Ça fait bientôt 30 ans que je suis avocat. J'ai découvert cette matière, en fait, il y a 1 an et demi, par hasard. Parce que moi, je fais plutôt du droit des affaires ou du droit pénal. Et une maman est venue me voir avec un enfant placé, elle était à Paris. J'ai fait mon travail comme le font tous mes confrères et j'ai eu la chance de récupérer assez rapidement un enfant qui avait été placé. Cette maman a fait un article sur Internet qui m'a envoyé quelques parents et rapidement on a mis en place un système qui, bon an mal an, fonctionne et on en a eu de plus en plus jusqu'à ce qu'en juin dernier, on soit sur une situation qui était hors norme au niveau d'un dysfonctionnement géant de l'administration, des juges, un truc qui n'était pas normal. Un truc qui n'était pas normal, un papa de 5 enfants qui a un accident avec son épouse, elle meurt. On a placé 5 enfants à 5 endroits différents parce que le type n'arrivait pas à faire face tout à l'école, il était un peu dépassé. Au lieu de l'aider, on l'a aidé en plaçant tous les enfants à des endroits différents. On a eu une audience extrêmement douloureuse au bout de plusieurs mois où on a dit que tout se passait bien alors qu'il y a un des enfants qui avait été une agression sexuelle. Plusieurs des enfants étaient en fugue, avaient été récupérés et les gens des services sociaux disaient que tout se passait bien alors qu'il y avait du sexe, des fugues. Et le père m'a appelé quelques jours après en me disant mais voilà, j'ai mis de l'argent à tel endroit, dans ma voiture, à tel endroit, dans une armoire, je vais me prendre. Et là, j'ai fait un coup de gueule qui a été vu en tout par 10 millions de personnes. Et à ce moment-là, notre cabinet, notre vie de tous les jours a été modifiée puisque les parents sont venus en nombre et qu'on a mis en place un process et qu'on gagne. Et qu'on s'est rendu compte, ce n'est pas mon cabinet qui est meilleur que les autres, c'est que les avocats maintenant ont conscience de ce qui se passe chez le juge pour enfants. Qu'est-ce qui se passe chez le juge pour enfants? Ce qu'on ne sait pas, ce que les parents, ce que personne ne sait, dont personne ne parle. Il y a en France 76 000 détenus, c'est-à-dire les voyous qui sont en prison, ou non, pas voyous, mais des gens en prison. Il y a 176 000 personnes, enfants placés. C'est-à-dire il y a beaucoup plus d'enfants placés que de détenus en France. Et personne n'en parle. On se rend compte que qui ça touche, les enfants placés? Essentiellement une catégorie essentielle, c'est les femmes seules. Les femmes sont plus victimes d'enfants placés. Les femmes battues, ce qui est incroyable, c'est-à-dire qu'une femme qui va être battue par son compagnon, elle va d'abord prendre des roustes, ce qui est toujours désagréable, et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment où elle va prendre la plus grosse rouste, où ça va être terrible, qu'elle va finir par déposer plainte, parce que pour aller déposer plainte contre son mari, c'est tout un process, on en prend des coups beaucoup avant d'aller déposer plainte. Quand elle va déposer plainte, la justice va se déclencher et puis on va lui dire vos enfants, vous ne les avez pas protégés des scènes de violence que vous avez vécues et du coup on va lui prendre les enfants. Souvent les femmes d'enfants qui prennent la rouste, on leur prend les enfants. Énormément de femmes seules qui sont battues, à qui on prend les enfants, énormément de parents autistes, d'enfants malades, autistes. Les parents d'enfants autistes sont en danger, force d'eux. Quand un enfant arrive et qui est autiste dans une famille, en général,
le couple explose à moyen terme. La femme se retrouve toujours un moment seule, c'est toujours la femme qui reste seule. Elle va demander de l'aide au service à un moment en disant « donnez-moi de l'aide » pour me garder un peu les gosses, pour me faire 4 courses, des démarches, de l'aide. Et là, à terme, on va lui placer son enfant. Donc, femme battue, parents d'enfants malades, énormément d'enfants, quasiment 60% des placements, c'est les couples qui sont en conflit. En conflit, mais les couples qui divorcent, qui se séparent, sont souvent en conflit. Et ils se servent du conflit. Ils se servent du conflit pour placer les enfants. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? La loi, elle dit, quand il y a un danger pour un enfant, il faut le placer. Un exemple simple, le type qui viole son enfant de 2 mois, on prend l'enfant, le met ailleurs. Et on se fout totalement des droits de ce type. C'est ça l'esprit de la loi. Du coup, il n'a pas de droit. Cette loi qui est hors norme, hors du commun, dans lequel une des personnes n'a aucun droit, on l'applique aux parents qui se disputent, aux parents d'enfants malades. On va l'appliquer également aux femmes battues. Et ils n'ont aucun droit. Ces parents n'ont quasiment aucun droit. J'ai des dossiers où on a arrêté l'enfant à l'école. C'est-à-dire, ce qui est incompréhensible. C'est-à-dire que des flics, des policiers, pardon, sont allés à l'école, sont partis avec un enfant parce qu'il fallait le placer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens commun. Ce qui a fait que les premiers coups de gueule ont été poussés, c'est que je me suis rendu compte que j'écrivais à des magistrats, comme je le fais tout le temps, parce que je suis avocat, je suis juriste. Donc j'écris au magistrat en tant qu'égal, c'est mon égal, je suis son égal. Je lui écris en tant que professionnel en disant, ben voilà, dans tel dossier, je me souhaiterais par exemple avoir les pièces de la procédure, ou ça serait bien d'avoir un droit de visite. Et jamais, il y en a qui ne me répondent jamais. Je me suis rendu compte que, par exemple, je donne des exemples tout simples, parce que si on ne dit pas les noms, les mots, les gens ne nous croient pas. J'ai écrit à Bordeaux à un magistrat plus d'une 30aine de courriers en tant qu'avocat, sans qu'on ne me réponde. Ni par mail, ni par écrit, ni par rien du tout. Ce n'est pas acceptable. Je vous donne un exemple. Si vous voulez avoir votre enfant à Noël, il faut écrire un courrier en disant, écoutez, j'aimerais que mon enfant l'avoir pour son anniversaire, par exemple le 6 juin, ou à Noël, d'accord? À Noël, en général, c'est pour tout le monde le 24 décembre. En gros, donc on va écrire 2-3 mois avant. Mais s'il ne vous répond pas, on n'a pas d'arme pour provoquer une audience. On ne peut pas provoquer l'audience. C'est-à-dire que c'est une matière où on ne peut pas obliger le juge à rendre une décision. En quelques mots, j'essaie de ne pas être long, mais ce combat me passionne et j'essaie de le donner avec autant de conviction que je peux. Qu'est-ce que c'est qu'un placement d'enfant? Vous vivez avec votre enfant, à un moment, vous allez avoir un souci. Vous allez lui casser le bras, il va vomir à l'école, vous vous disputez avec votre ex-femme, il est malade. On va décider de le placer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que vous vivez avec votre enfant. Du jour au lendemain, on va vous le prendre, et vous n'allez plus le voir d'abord qu'une fois par mois, 1 heure avec un tiers. C'est-à-dire que vous allez le voir le 6 du mois, entre 14h33 et 15h33. D'abord, il faudra avoir quelqu'un d'autre avec vous. Vous ne pourrez pas le prendre dans vos bras. Vous ne pourrez pas lui dire que vous l'aimez. D'abord, il faudra parler aux autres. Et si jamais vous êtes un peu trop nerveux, ça va mal se passer. Donc déjà, ça, 1 fois par mois. Au début, c'est 1 fois par mois pour quasiment tout le monde. Et ça dure, ça, à peu près 8-10 mois, 1 an. Première chose. Deuxième chose qui est inacceptable, c'est qu'on déscolarise l'enfant immédiatement. On vous le prend de l'école Édouard Herriot, là où vous êtes, et on vous le met ailleurs, puisqu'il est dans un autre endroit. Donc, l'enfant, déjà, il ne voit plus ses parents. On le déscolarise, on le met ailleurs, dans le meilleur des cas, avec d'autres amis. Il n'a plus un ami. Immédiatement, on arrête toutes les relations avec les grands-parents. Toutes relations avec les grands-parents, avec les oncles, avec les tantes, avec les cousins, avec les mémés, les mamies, les papis, tout s'arrête. Et ça prend plusieurs années avant qu'on vous les rende. On arrête également tous les extrascolaires, le foot, la danse, les échecs, la synagogue, l'église, tout. On arrête tout. Le cheval, le tennis, on arrête tout.
En même temps, ce n'est pas tout. On arrête les soins dentaires. La plupart des enfants, on leur met des appareils. Là, pour reprendre les soins dentaires, ça prend un temps fou. Les yeux, les lunettes, on arrête tout. C'est-à-dire que pendant à peu près 6 mois, 1 an, le seul objectif de l'administration n'est pas de remettre l'enfant dans la famille, mais que l'enfant s'intègre, c'est le seul truc qu'on demande, qu'il s'intègre à son lieu de placement, l'enfant, c'est-à-dire qu'il y ait la résilience. On fait le principe de la table rase, ce n'est documenté par rien, il n'y a aucun livre qui dit, voilà, d'abord il faut briser l'enfant pour le reconstruire. Il n'y a pas ça. Hein. Ce qui se passe, c'est que c'est la table rase, c'est-à-dire on enlève toute la vie de l'enfant, on jette tout, on prend cet enfant qui est détruit, on le décompose, et au bout d'1 an ou 2, quand l'enfant est décomposé, on le réintègre petit à petit dans la vie de ses parents. C'est un nouvel enfant qu'on réintègre. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand on place un enfant, c'est rarement l'enfant qui fait une connerie. La plupart du temps, ce n'est pas ça. J'en ai un. Sur tous les dossiers que j'ai un enfant qui est dangereux. Un qui est extrêmement dangereux. J'ai un enfant dangereux. Sur des centaines de dossiers. Je n'en ai qu'un. La plupart du temps, quand on place un enfant, c'est que les parents ce sont eux qui sont en souffrance ou qui ont un souci, mais on ne soigne jamais les parents. C'est-à-dire quand on ouvre le dossier, au lieu de dire les parents dysfonctionnent, en même temps qu'on place le gamin, on va faire une thérapie de famille familiale pour que ça s'arrange, on va immédiatement mettre en place les soins qui n'étaient peut-être pas mis en place, on va immédiatement faire ce qu'il y a à faire en même temps pour les parents, pas du tout, on prend l'enfant, on déconstruit. Autre chose qu'il faut que les gens sachent, c'est que dans ce système-là, comme on n'a pas d'armes, il faut que vous sachiez que le principe du droit, notre droit, il est plutôt bien fait en France. Pourquoi? Parce que c'est le droit romain, que notre droit a quasiment 2000 ans. Voilà. Le divorce existait déjà selon le droit romain. Il y avait cum manu, sine manu, c'est-à-dire on est d'accord, on n'est pas d'accord. Tout existe déjà depuis 2000 ans. Et on n'a fait que depuis 2000 ans, dans notre système latin, reconduire un système qui va bien. Donc, quel est le principe fondamental à peu près partout? C'est la présomption d'innocence. Sauf en matière de placement d'enfants, où il y a une présomption immédiate de culpabilité des parents. C'est-à-dire que si on vous a pris des enfants, c'est que vous êtes coupable, vous êtes une cloche, vous ne savez pas vous en occuper, vous êtes un clochard. Et à partir du moment où on vous prend vos enfants, que vous soyez boulanger, que vous ne travaillez pas, que vous travaillez dans une épicerie, que vous soyez, quel que soit votre métier, vous êtes coupable de mal vous être occupé de votre enfant. Il y a cette présomption-là qui existe et qu'on vous oppose et que l'on ne peut pas démonter. C'est-à-dire que c'est une présomption. Comme l'innocence en matière pénale, on a ça. Alors, c'est un combat. Il faut savoir que ces audiences sont des combats. C'est pas comme un divorce, c'est pas comme des infiltrations d'eau, c'est un combat à chaque fois. Un combat, pourquoi? Parce que ce système est violent et cette loi violente, qui est normale qu'elle soit violente, hein, puisque au départ, on veut sauver l'enfant qui est violé par son père, en gros. Cette loi qui est violente, on l'applique à tout. Première chose, les magistrats souvent ne répondent pas. Là, je vous donne un exemple. À Bordeaux, j'en ai un qui ne m'a pas répondu. Je vous donne un autre exemple. À Mulhouse, il y a un magistrat qui j'écris 32 courriers sans réponse. C'est inacceptable. Le mot, c'est inacceptable. Alors, première chose, j'ai demandé à ce qu'on applique, on a fait un projet de loi, il a fallu des députés, il a fallu les convaincre, mais ça n'a pas été compliqué de convaincre des gens de droite, de gauche, du centre, de En Marche, tout ça. Moi, la politique ne m'intéresse pas. Ça n'a pas été compliqué de les convaincre. Première chose, je demande à ce qu'on fasse comme au pénal. Vous savez, le système pénal marche bien. Quoi qu'on en dise, ça marche très bien en France. Je demande à ce que quand qu'on puisse faire des demandes au juge, par exemple, donnez-moi mon enfant à Noël, donnez-moi des enfants au week-end, mon enfant au week-end, quand je fais une demande, que le juge doive me répondre dans le mois, comme au pénal, comme dans l'instruction, dans le mois et de manière argumentée. Ça donne un rythme, c'est-à-dire je fais une demande, il me répond dans le mois. S'il me dit non, je demande à ce qu'il y ait un appel possible qui soit jugé dans les 2 mois, comme en matière d'instruction.
C'est-à-dire, c'est les mêmes règles. C'est tout simple. Je ne suis pas un juriste de très haute qualité. Je dis ce qui marche bien en instruction, faisons-le pour le juge pour enfants. Deuxième chose, troisième élément que je demande d'avoir le rapport. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que cette matière n'est composée que d'un seul document. C'est le rapport des services sociaux, qui est déposé une fois par an. Il n'y a pas... Il y a un document. Ce document unique, la plupart du temps, est déposé le matin de l'audience. C'est-à-dire que l'avocat, c'est le type qui va recevoir un document à 8h30 et qui devra avoir à 8h33 l'intégralité de l'argumentaire contre ce rapport qu'il n'a pas encore lu. Je vous donne un exemple. À Marseille, un magistrat, en décembre, pour une dame, on va dire câlin, son nom est approchant, pour cette dame, on est venu à l'audience avec un rapport de 72 pages qu'on m'a remis à 9h pour l'audience de 9h05. Moi, je veux bien qu'on me donne à lire Les Misérables avant l'audience, mais de les lire, ce n'est pas tout, c'est d'y répondre de manière argumentée. C'est-à-dire que c'est totalement déloyal. Le principe essentiel du droit français, qui est le contradictoire, ce que je dis, je te le dis avant, ce que tu me dis, tu me le dis avant, on s'échange avant et on communique avant. Ce principe n'existe pas en droit des enfants. Il n'existe pas parce qu'il y a un adversaire. On n'ose pas le dire. Il y a deux parties, il y a les services sociaux et les parents. Mais les services sociaux ne sont pas détectés comme étant un adversaire, alors que c'est mon adversaire. Quand je vais plaider au pénal, mon adversaire, c'est les parents, mais c'est aussi le procureur de la République, et je sais ce qu'il va dire, le procureur de la République, puisque j'ai son réquisitoire des mois avant. Là, une des deux parties vient avec ses documents à l'audience. Imaginez, on dit « Madame est alcoolique ». Bon, pour répondre à ça, il y a un document qui me prend une demi-journée. Il suffit que je fasse faire un test gamma-GT. Je viens, j'ai la preuve contraire. Seulement si je dois le savoir à 9h05 pour l'audience de 9h06, je ne peux pas le faire. Cette pratique, on dit on ne peut pas faire autrement, on peut pas faire... Alors ils nous disent, c'est malheureux, on ne peut pas faire autrement. Alors ils ont le même matériel que moi, c'est-à-dire qu'ils ont les mains, ils ont des doigts au bout, on a les mêmes, hein, mais ils ne sont pas capables de nous pondre les rapports suffisamment sur un an. On est de un an en un an ou de 6 mois en 6 mois. C'est-à-dire que tout le monde a largement le temps de faire son document 15-20 jours avant, un mois avant, et qu'on s'échange. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Il y a des endroits où c'est pitoyable, services sociaux au Bagne, services sociaux à Marseille parfois. Là, je suis allé plaider il y a 2 jours je crois que j'étais à Mulhouse ou à Meaux, il n'était même pas rendu. C'est-à-dire que je suis allé, il n'y avait même pas de rapport. C'est-à-dire c'était open bar. C'est-à-dire qu'à un moment, on a constaté que c'était open bar. C'est-à-dire qu'à Nîmes aussi, open bar. C'est-à-dire nous sommes arrivés la semaine dernière à Nîmes devant un des quelques magistrats là. On s'est assis, le magistrat a constaté qu'il n'y avait pas de rapport, mais on allait quand même prendre une décision qui risque de placer encore un enfant pendant 1 an. Pendant 1 an, c'est-à-dire sans matière de travail, sans que ces gens n'aient fourni l'acte de travail. Alors, ce que je demande, qui est quand même pas compliqué, c'est que ce rapport, dans le projet de loi, on a rajouté cet élément-là, que le rapport nous soit fourni dans des délais raisonnables à tous, par courrier, et directement, parce qu'il y a un filtre. Le magistrat dit c'est consultable à mon bureau 10 minutes avant. Ça ne va pas marcher comme ça, tout le monde doit avoir le document. Donc, on a demandé dans le projet de loi à ce que le rapport nous soit communiqué 1 mois avant à tout le monde. Quatrième élément, et qui est essentiel, c'est le huis clos. La justice est rendue de manière publique au pénal parce que ça marche comme ça et ça marche plutôt bien, d'accord ? Parce qu'il y a jamais un juge qui dit de bêtises en audience, il n'y a pas d'avocat qui dise de bêtises en audience, il n'y a pas de parquetier qui dise de bêtises en audience. On se respecte, on se châtaigne, on se frappe avec nos mots, on se rentre dedans, mais on se respecte. On se respecte. Il y a un respect dans le procès pénal, même quand on parle des grands orateurs, Dupont et les autres. Parmi nous, il y a des voix magnifiques, et parmi eux aussi. Quand on se chope, mais c'est dans un respect profond.
ce qui se passe devant le tribunal pour enfants est inacceptable. C'est parfois inacceptable. Alors, je le redis, alors je l'ai dit 50 fois sur toutes les audiences et toutes les antennes où on m'en reçoit. Moi, j'ai vu à Auch, devant le juge à Auch, une maman qui, au bout de 3 ans de placement, supplie. Les services disent, bon, il faut encore prolonger pendant 8 à 10 mois et un hébergement de temps en temps. Elle supplie et dit, arrêtez, elle n'en peut plus. Elle se met en larmes parce que l'enfant qu'elle déclenche de l'encoprésie, c'est-à-dire qu'il se fait caca dessus. Le mot exact, c'est ça. C'est pas signe que ça va bien. D'accord? C'est que ça va moins bien. D'accord? Elle dit, c'est impossible, il faut que ça s'arrête. Cette mère pleure dans le bureau du juge, elle pleure des larmes, je vous en supplie. Elle supplie et elle pleure. Et à côté, la nana des services sociaux rigolait en se moquant d'elle. Ça, dans une audience pénale, en vrai, s'il y avait un journaliste, on en parle pendant des semaines. On en parle pendant des semaines. Je vous donne un autre exemple qui est inacceptable. Je suis allé plaider avant-hier à Dijon. On va à Dijon, on nous dit un enfant pendant les vacances, vous savez, les familles d'accueil, elles prennent des vacances aussi. Un enfant pendant les vacances, sa famille d'accueil référente part en vacances sans lui, bien évidemment. Donc, on le cale dans une autre famille où d'abord, il se prend une rouste dans les 2-3 jours par les autres qui sont plus grands et qui sont... donc, il faut le changer. On le met dans une deuxième famille d'accueil de secours. Là, la famille d'accueil de secours, la mère a un problème, un lumbago, et il a une troisième famille d'accueil où cet enfant va passer un été, quelques semaines pendant l'été dans un appartement pourri. C'est-à-dire que cet enfant-là, pour qui tout le monde a dit à l'audience avant-hier, tout se passe bien, la maman c'est bien, on va lui donner des droits d'hébergement de week-end, il suffisait de le mettre chez la mère. Il suffisait de le rendre à ses grands-parents pendant les vacances. Surtout que tout le monde dit que tout se passe bien, qu'on est dans la résilience, qu'on a accepté avec une mère charmante, avec un enfant charmant, un enfant qui réussit à l'école, tout fonctionne bien, mais on a dit, ah oui, ils ont dit, ah oui, on n'a pas pu, hein, ouais, eh oui, c'est dommage, on s'en est pas bien occupé, ils ont dit. Ça, si vous passez en correctionnel et qu'il y a un journaliste, vous faites défoncer. Et je ne parle pas des viols. Je ne parle pas des viols parce que et des agressions sexuelles parce que ça me met le sang dans ma bouche. Je vous donne un dernier exemple que je dis. Alors, on a à peu près 1 ou 2 enfants violés par mois dans mon bureau. Violer ou à toucher, mettre un truc dans le corps de quelqu'un, c'est un viol. Quel que soit ce que l'on y met. Donc des garçons avec des trucs dans le derrière et des petites filles, il y en a plein. Et des rapports sexuels, il y en a énormément. Quand on va à l'audience et qu'on dit le petit Jérôme, le petit Kader, la petite Léonie a fait l'objet d'une agression sexuelle, a dû pratiquer une fellation, s'est retrouvé avec un stylo dans le derrière, on dit ah oui, ah oui, ah oui, oui. Ah oui, alors donc oui, on a des oui, 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 on est obligé, on ne peut pas faire autrement. Mais alors donc il y a une acceptation. Et à une des audiences, il y a un viol pur et simple. Et le magistrat de Mont-de-Marsan a dit, par rapport à l'incident, moi, je veux bien tout entendre. Alors, je suis souvent en colère, je suis souvent à vivre. Ce n'est pas un incident, un viol. Ça ne peut pas être un incident. Le jour où on considérera, nous, les avocats, que c'est un incident, ben, la robe là, que j'ai là, il faut la jeter. Il faut aller vendre des churros au lec. Il faut arrêter de faire ce métier. Voilà, il faut arrêter de faire ce métier. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est une administration qui est à la dérive, qui n'a pas de moyens. Alors souvent, je me fais engueuler par les internautes en disant vous léchez le cul des services, pas du tout, ils n'ont pas de moyens et souvent, ils ne sont pas compétents. On a souvent un gros seuil d'incompétence en face. Moi, je veux bien tout. J'ai des gens dans les services sociaux, notamment à Grenoble, tiens, où à Grenoble, j'ai une nana des services sociaux qui vient poser un diagnostic médical en disant « Madame souffre du syndrome de Munchausen par procuration ». Ça veut dire tu donnes une fausse maladie à tes enfants. Qu'est-ce que c'est lancé, cette femme?
Mais il n'y a pas eu de psychiatre, pas de psychologue. Elle n'a aucun diplôme, ni en psychologie, ni en psychiatrie, ni en rien. C'est comme si vous et moi, on donnait des cours en natation aquatique synchronisée. C'est-à-dire, ces personnes qui n'ont aucune formation, qui vont avoir un peu des formations psychologiques, comme j'ai les mêmes, moi, par exemple, ça me peut, je joue de la guitare, je peux donner des conseils, mais je ne peux pas donner des cours. Ces gens qui n'ont aucune formation donnent, et quand ils posent un diagnostic, ces gens sans formation, ils le posent, ils l'écrivent, ce diagnostic-là, c'est de l'airain. C'est de l'airain, on ne peut pas le casser. On ne peut pas le casser. Autre problème, je vous donne un truc qui est tellement anormal que quand on en parle comme ça, ça semble énorme, mais quand on en parle au juge, ils disent non. On a à Aix-en-Provence un bonhomme qui est désigné par le magistrat en tant qu'expert psychiatre, c'est-à-dire balèze, mais il n'est pas expert. Il n'est pas sur la liste des experts. Et quand j'ai saisi le magistrat en disant, mais dites-moi, lui, le garçon, là, il n'est pas expert. Elle me dit, oui, mais il s'y connaît. Si on était en matière de construction, on aurait pris un Portugais parce qu'il s'y connaît. Parfois, excusez-moi, parfois, on se dit, mais est-ce qu'on n'est pas dans la quatrième dimension dans cette matière? Et il n'y a que là. Je ne connais pas. Ça fait 30 ans que je fais ce métier, un peu moins. Ça fait 30 ans. Je le fais debout, en robe et en français, et encore avec conviction et avec engagement, j'y crois encore. Mais il y a cette matière-là est confiée au magistrat pour enfants. Le magistrat pour enfants, il a deux rôles. Un, juger les enfants voyous et protéger les enfants en danger. Seulement les enfants voyous, quasiment un délit sur deux commis, plus d'un délit sur deux commis par un enfant, des vols, de la vente de drogue, du shit, le vol de scooter, c'est essentiellement les enfants, énormément les cambriolages, c'est souvent les enfants. Donc le juge pour enfants est écrasé par un volume de dossiers pénals en matière pénale qui est phénoménal, et le temps pour le dossier en protection de l'enfance, il n'est pas très important. Il délègue totalement ça aux services sociaux, et quand on dit services sociaux, on pense que c'est bien. Moi, par exemple, avant de connaître ce contentieux il y a 1 an et demi, on m'aurait parlé d'enfants placés, je pense au type qui viole son gosse. Je pense que c'est bienveillant, le service social. Mais non, 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 non. C'est pas toujours bienveillant. Je vous donne à Montpellier, à Montpellier, j'ai un droit qui est hors norme. Il y a un type qui gère un endroit, un foyer où il y a des enfants placés. Il a fait faire des travaux, il a fait propre. Donc, il a fait venir la presse et il a fait des photos de son foyer, ça lui fait plaisir, certainement. Il a fait en étant couverture du journal du coin, là, avec la tête des gamins placés. Ça ne lui vient pas à l'idée que ces enfants ont un droit à l'image, que peut-être les parents, ils n'ont pas envie de savoir que toute la ville de Montpellier sache que le petit Jean-François, il est placé. Ça ne lui vient pas à l'idée. C'est-à-dire qu'on a des crétins, un peu, on a aussi des malveillants, et puis parfois, on a des gens qui travaillent très peu. Je vous donne encore... Vous savez, c'est par l'exemple qu'on amène la réflexion. J'ai une petite maman à Marseille, elle prend les coups avec son compagnon. Elle a un enfant, on le place l'enfant le temps qu'elle sorte de la relation avec le type. Elle s'en va, elle met plus d'1 an à trouver un appartement, et au bout d'1 an, ça faisait déjà 8 à 10 mois qu'elle est loin qu'elle est loin du type. On obtient des droits. J'obtiens des droits, pas pour elle, pour ses parents, qui sont des grands-parents aimants, de la classe moyenne avec une petite villa, une piscine, là où on habite nous, vers Oriol, où on vit, les Marseillais, c'est-à-dire chez nous, c'est le paradis quand même, vous dire ce que c'est. Ces gens-là vivent au paradis, reçoivent leurs petits-enfants qu'ils aiment, ils disent « je veux recevoir mon petit-fils ». J'obtiens du magistrat en juin de l'année dernière une décision qui dit ben voilà, à partir de maintenant, le gamin, 2 fois par mois, il va passer son week-end chez les grands-parents. Et là, ce qui est incroyable, c'est que les services ont refusé d'appliquer la décision pendant quasiment 1 an. 8 mois. C'est-à-dire que c'est les patrons de la procédure. Le juge, il décide quasiment rien. C'est le service qui décide. C'est les patrons. Et quand on est passé devant le juge a dit mais
celui qui a fait les études, les 11 années d'études pour prendre la décision, c'est moi, c'est pas vous. Il faut que, quand je dis donner l'enfant, il faut le donner. Oui, mais vous comprenez, on n'était pas... Ils n'ont pas la marge de ça. Seulement, comme cette administration est violente et dans la dérive, violente comme ça, elle n'existe pas, est totalement dans la dérive, c'est-à-dire que ce sont bien pensants, tout est bien. Hier, quand on a plaidé, ou avant-hier, un mot, je ne sais plus, on a tout le monde dit, ça va trop bien, l'enfant, il a envie de retourner avec sa maman, la maman est très accueillante, le nouveau compagnon depuis 1 an et demi qui vit avec elle, l'enfant est adorable, tout se passe bien, voilà. Il faudrait lever le placement et d'abord, on va faire les week-ends et assez rapidement, on fera le placement. Et les gens des services nous ont dit la chose suivante. Effectivement, il faudra le lever, mais nous, on ne peut pas le faire. Parce qu'on n'a pas assez de monde. Si vous faites une levée de placement maintenant, avant qu'on puisse le mettre en œuvre, ici, à Meaux ou à Dijon, je ne sais plus, il faudra 1 an. C'est-à-dire que du moment où le juge il va prendre sa décision, je te rends ton enfant, il va falloir attendre 1 an pour qu'on le lui rende parce qu'ils sont infoutus de travailler correctement. Voilà. Donc, en gros, quel est l'état de cette justice, celui-là? Alors, effectivement, il y a des parents très défoncés à qui il faut prendre les enfants. Il y a des parents à qui il faut prendre les enfants. D'accord. Après, il y a des situations. Alors, déplacement abusif, est-ce qu'il y en a? Oui. Pour ma part, 60%, 70% des dossiers des enfants ne devraient pas être placés. Après, il y a un autre truc, c'est le chewing-gum. C'est-à-dire, il y a des enfants qui doivent être placés, mais c'est trop long. Entre le moment où vous le placez et au moment où vous le rend, il y a 1 an et demi, 2 ans. C'est trop long. C'est trop long. 3 ans, 4 ans, c'est trop long. Il y a des placements qui ne sont pas abusifs, mais qui deviennent trop longs. Et pour changer ça, dans la mesure où le juge ne répond pas, il y a des audiences où on vient une fois par an, et ce n'est pas suffisant du tout. Ce n'est pas suffisant du tout. Donc c'est un système qui est à la dérive. C'est un système qui est d'une violence sans nom. Et puis après, il y a un truc dont il faut parler qui est incroyable, c'est le manque d'empathie. Moi, vous savez, je suis pénaliste. Je défends un type qui a décapité une dame pour la sodomiser. Et alors, comment tu fais? Je le fais debout enrobé en français, et je le fais avec une humanité quand même par rapport à ce type. Et je défendais des assassins, des toxicos, c'est notre métier. C'est notre métier. Et il y a un accueil de l'agresseur en France. Il y a un accueil du voyou qui va tabasser votre grand-mère. Alors, ça va vous mettre bien les boules, mais il y a un accueil, on va le respecter, on va lui parler correctement, on ne va pas le cogner comme c'était le cas avant. Il va y avoir un accueil. Et les parents d'enfants placés, ceux dont on dit qu'ils sont défaillants, ils sont traités, et le mot exact, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Ils sont traités comme de la merde. Je vous donne une idée d'un truc qui est incroyable. En plein cœur du Covid, quand on est dans la 3e semaine du Covid, là où on avait tous peur de tous mourir, il y a une maman qui vient d'accoucher, elle a un enfant qui a 3 semaines. Elle se rend compte que l'ongle du pied du petit est déchiré. Comme toutes les mamans qui viennent d'avoir un enfant, elle prend son gamin et elle va aux urgences en disant « le gamin, qu'est-ce que c'est ?» Là, il y a une jeune médecin qui dit ah, « c'est un mauvais traitement ». C'est-à-dire arracher l'ongle de son enfant nouveau-né avec un couple qui est restaurateur, qui est plutôt un type sympa, et une petite maman à la maison qui est adorable. Ils ont placé le gamin. C'est-à-dire, au bout de 3 semaines de Covid, avec un enfant qui a encore le cellophane, ils ne leur ont même pas laissé le crédit, le temps, et ils ont planté. Et on a dû aller à une audience en plein cœur du Covid, sans masque, au tribunal, avec des policiers sans masque. C'était le début, pas de masque, pas de gants, rien. On est venu et le magistrat nous a dit « Ah oui, on a peut-être fait une erreur ». Mais entre le moment où ils ont pris le gamin, le moment où ce magistrat a dit « j'ai peut-être fait une erreur », il aurait pu prendre sa décision dans son bureau parce qu'il le savait depuis 3 semaines que c'était une connerie. Il n'y a pas d'empathie. On reçoit les gens, alors je vais finir par là, on reçoit les gens avec une violence terrible. Quand on vous prend votre gamin, on vous le prend, et je vous ai expliqué le système, que vous ne le voyez pas pendant au moins 1 mois, et parfois 2, parfois 3.
avant d'avoir la première visite. Quand vous arrivez, que vous allez voir votre gamin, pensez qu'il y a un truc, c'est le prendre dans vos bras et lui dire que vous l'aimez. Il n'y en a pas un autre qui pense autre chose. Il n'y en a pas un autre qui pense autre chose. Donc là, soit vous le prenez dans les bras tout de suite et vous pleurez, soit là, on vous dit il ne faut pas. Il ne faut pas, d'abord, vous devez parler à nous, ne soyez pas trop attention, parce que quand ça va s'arrêter dans 10 minutes, dans 20 minutes, il va beaucoup pleurer. Soit vous êtes en colère, et la plupart des parents sont en colère, puisque la seule personne qui va matérialiser le placement, c'est la nana des services. Donc, ces gens-là qui sont la violence incarnée, du fait qu'on vient de prendre un enfant, devraient être formés à recevoir les parents en disant « je vais vous accompagner dans le placement », au lieu de commencer par ces mots de bienveillance. Il y en a très très peu de services sociaux qui commencent par les mots. J'en ai un, j'en ai une à Grenoble qui est plutôt bien, j'en ai une à Strasbourg qui a été accueillie correctement, mais ce n'est pas la plupart du cas. La plupart du temps, ils prennent les enfants, ils disent « Madame Machin m'a insulté, bon, elle a traité de connasse, mais moi j'aurais dit 10 fois plus. J'aurais dit 10 fois plus. Elle m'a traité de connasse, on ne peut pas travailler avec elle, ou elle a pleuré tout le long. Nous avons reçu Madame Machin, tout le long, elle a pleuré, on n'arrive pas à travailler avec elle, on va espacer les droits de visite, donc on ne le verra plus qu'une fois tous les 2 mois. » Et ça vous brise une vie. Et il n'y a pas d'empathie. Quand vous allez partout, quand un type est mis en prison, mais le juge prend un temps fou pour expliquer pourquoi tu vas aller en prison, il explique pourquoi on va en prison, il explique combien de temps ça peut durer, comment on peut en sortir, alors que nous, quand on a les parents d'enfants placés, on leur dit, en vrai, on n'a aucune, maintenant un peu plus, avec le nombre de dossiers qu'on a, mais on leur dit, là, pour l'instant, j'ai aucune idée de comment ça va marcher. Je sais à peu près ce que je dois faire, mais combien de temps ça va durer, combien de temps ça va durer, je ne peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire. Par exemple, à Nanterre, moi perso, il y a un juge qui me fait peur. À Valence, quand les gens me disent, bon ben voilà, on vient de me prendre mon enfant, je suis à Valence, j'ai peur. J'ai peur. Et puis après, ça dépend de l'endroit, de la manière dont on est accueilli. Par exemple, au Puy-en-Velay, allez savoir pourquoi, il y a des niches. Alors, il y a des niches de placement. Par exemple, la région de Auch, Mont-de-Marsan, c'est un confetti. C'est un confetti sur notre carte judiciaire. J'ai un nombre de placements à Auch et à Mont-de-Marsan. C'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Le nombre d'enfants placés, parce que les parents se disputent à Auch, cette région-là, à Agen, on a parfois des trucs où on se dit à Cahors. On dit mais comment c'est possible? Quand on sort de l'audience, on s'assied avec les confrères et on dit mais est-ce qu'on n'a pas rêvé? Est-ce qu'on n'a pas rêvé le cauchemar que vivent nos clients de l'absence totale d'empathie, de l'absence totale de solution, du blocage total du système, des magistrats qui nous renvoient de un an en un an de manière à ce qu'il ne se passe rien. Il y a une petite maman que j'ai à Cahors, dont tout le monde dit qu'elle est adorable. Elle a suspecté son ex-compagnon d'avoir eu des relations, d'avoir eu des gestes déplacés avec ses enfants. Elle a déposé une plainte sans dire, elle a dit écoutez, j'apprends ça, comment je dois faire? On lui a dit déposer la plainte, elle dépose la plainte, là, placement immédiat des enfants. Tout le monde dit qu'elle est super, tout le monde dit qu'elle est avenante, tout le monde dit qu'elle est protectrice, tout le monde est. Et ça fait 3 ans qu'elle a passé comme ça. Moi, j'entends tout à chaque fois, c'est dithyrambique, tout progresse, que c'est super, vous êtes très maternelle. Elle ne les a même pas en week-end. Et qu'est-ce que c'est l'enfance? C'est 5 ans, c'est 6 ans. 6 ans, il faut dire que Père Noël n'existe pas. C'est ça l'enfance. Et partout, c'est. Et puis après, quand on commet une erreur, parce qu'à un moment, les parents vont dire des gros mots aux services sociaux, et puis après, tiens, je finis sur un truc qui m'agace beaucoup, c'est les connards d'Internet. Moi, maintenant, ma couenne, c'est un peu durci, donc les gens qui m'agressent sur Internet, je ne réponds jamais. Il y a des gens sur Internet qui donnent des conseils. Alors, vous savez, moi, je dis la chose suivante. Avant de vous recevoir, nous,
les avocats et les magistrats, on se braque une dizaine d'années d'études. On ne fait pas les années d'études d'ailleurs, on les réussit. C'est tout à fait autre chose. On ne les fait pas, on les réussit. En première année, on est 3 000 à 4 000 et puis à la fin, on est 60. Donc, quand on donne un conseil à des gens, c'est qu'on a réfléchi chaque mot. Et puis après, il y a l'expérience, pas tout d'avoir réussi les études. Il faut après avoir l'expérience qui fait la qualité, qui fait la valeur ajoutée, pour les magistrats et pour nous. Quand on donne aux gens un conseil, c'est qu'on pense qu'on a quelque chose à dire. Sur Internet, il y a des gens qui ouvrent des blogs, qui ouvrent des trucs et qui donnent des conseils. Alors, la plupart des pages Facebook, essentiellement, sont bienveillantes. Les parents s'aident, il y a des gens merveilleux qui font en communauté, qui se donnent des conseils, qui s'aident, on se donne c'est super bien. Et puis après, il y a des malveillants, des abrutis finis qui donnent des conseils, qui disent aux gens, enregistrez les audiences. Une fois que vous faites choper en train d'enregistrer l'audience, c'est fini, on ne vous rendra plus votre enfant, c'est fini. Vous avez perdu tout crédit. Vous avez perdu tout crédit. Quand on vous dit enregistrer le rendez-vous avec la bon, pour avoir une preuve, mais on ne peut pas s'en servir de la preuve, de cet élément de preuve. Du coup, quand ils se font choper, ces gens en train d'enregistrer, ils se font défoncer derrière. Ils se font défoncer. J'ai une maman qui est très active sur les réseaux, que j'aime bien, que j'ai défendu un temps, et puis je ne le fais plus maintenant, parce qu'elle est trop en souffrance, et moi aussi, on aurait pu travailler ensemble. Cette pauvre femme est une femme super sympa. Elle se dispute avec son chéri, qui est un brave type, mais ils se disputent. Ils ont une petite fille. Elle est vachement en souffrance. Ils se disputent un peu trop, on place l'enfant. Immédiatement, elle va sur les réseaux sociaux et tombe sur ces barjots qui disent qu'il faut enregistrer. Elle va faire des émissions qu'elle va faire en live toute seule, où elle va dire le nom du magistrat, elle va dire le nom des services sociaux en disant que l'autre un tel, c'est machin. Elle n'a pas vu son gamin depuis 4 ans. Là, il y en a un autre, là, un type qui est à Marseille. Il a écrit sur sa page Facebook. D'abord, il a enregistré l'audience, il l'a mis en live. Donc, lui, c'est fini, il les reverra quand ils seront majeurs, les enfants. Il a écrit, par rapport à la salope de pute de ma femme et à cet enculé de juge, et ben le nom, parce qu'on lui a dit que c'était possible de faire ça. Moi, je veux bien, mais il faut voir qui donne les conseils. Il faut faire attention aux réseaux sociaux. Il faut faire attention aux réseaux sociaux, parce que le réseau social, c'est bien qu'on parle, c'est bien qu'on s'aide, mais allez, il y a des gens qui ont fait des études, où il y a des gens qui sont formés, il y a de vraies assistantes sociales. Je pense à Malfou, moi, des services sociaux, mais j'ai vu des assistantes sociales vachement bien. Allez voir des gens qui sont formés à ça. Mais par exemple, quand on voit monsieur et madame machin de l'association Truc Bidule, à qui on a enlevé les enfants, qui les ont jamais plus eus parce qu'ils sont maltraitants, et qui ont fait n'importe quoi, et qui, eux, proposent d'enregistrer les audiences, qui donnent des modèles de lettres bidons pour envoyer aux magistrats, de désistement des magistrats, des procédures en bois pourries, ces gens-là font un tort considérable. Parce que quand on arrive après aux audiences avec des parents qui se sont filmés en train c'est un tort considérable. Et il faut en parler parce que les autres n'en parlent pas. Et que c'est important. Il faut une charte. Alors, qu'on leur rentre dedans, les magistrats, je suis le premier à le dire, moi. D'abord, c'est notre boulot. C'est notre boulot. À eux et à nous, on se rentre dedans loyalement. Et dans les services sociaux aussi. Mais faisons-le avec des armes claires. Faisons-le à égalité. Alors, on n'est pas à égalité parce qu'il y a ce secret du huis clos. Et le projet de loi qu'on a fait, c'est de faire sauter le huis clos, et j'en finis par là. C'est-à-dire que le huis clos ne protège pas les enfants, il protège que les juges et les services sociaux qui peuvent être pas bons. Du coup, ça ne peut pas être public une audience pour les enfants, pour une seule raison, c'est que c'est des enfants, il faut les protéger. Si demain ma fille est violée, j'aimerais pas que la France entière le sache. Par contre, on peut demander à ce que le défenseur des droits envoie un délégué. Et là, on n'a plus le huis clos. On peut avoir le huis clos, c'est-à-dire une audience sereine où il n'y a pas de public, pas de journaliste, mais avec quelqu'un qui témoigne, qui peut témoigner des dysfonctionnements que nous pouvons voir. Du magistrat qui ricane, de la nana des services sociaux qui se moque. Filmé par un greffier. Ah, ouais, c'est une plaisanterie. Les greffiers, normalement, ils doivent noter ce qu'on leur dit de noter, mais ils sont. Il y en a, oui, certains. Vous savez,
Cette justice-là ne fonctionne pas comme vous pensez tous qu'elle fonctionne. Et moi, en tant qu'avocat, j'ai été surpris de voir comment ça fonctionnait. Je suis surpris qu'on soit si peu dans ce combat. Je suis surpris de ne pas voir plus de gens dans ce combat, vraiment, parce que c'est quand même plutôt bien. Vous savez, quand on sort du tribunal avec un enfant dans les bras, c'est bandant. C'est pourquoi on fait ce métier, nous. Parce que c'est bon. Pourquoi on fait ce métier? Quand on va aux assises et qu'on gagne, objectivement, c'est bandant. Quand on sort du tribunal et qu'il y a quelqu'un qui sort de prison, c'est bon. Et quand on sort d'une audience et qu'on a un gamin dans les bras, à Lille, il y a un type des services sociaux qui avait chattertonné un enfant au fauteuil parce que pour l'amener d'un endroit A à un endroit B. Et donc, on a pris l'enfant, on l'a pris dans les bras, on a dit au juge, allez, maintenant on arrête de jouer, ding ding, c'est fini, on parie l'enfant et on arrête tout. Et quand on est descendu tous les deux avec ce gamin dans mes bras, c'est un super moment. Dans une vie de professionnel, c'est un moment. C'est un moment. Ne serait-ce que pour vivre ce moment-là, ça vaut le coup, plutôt que de se taire, plutôt que d'accepter qu'on déporte des enfants. Parce que, un truc que personne ne sait, c'est qu'il y a une maman qui est à Paris, que je défends. Ils ont placé son enfant à Besançon. Et elle est au RSA. Elle ne pourra jamais aller à Besançon. Tout simple. Elle est au RSA. L'enfant, ils l'ont mis à Besançon. Elle ne connaît personne à Besançon. C'est comme si demain, moi, on prenait mon gamin, j'habite à Marseille, et qu'on le mettait à Tarbes. Parfois, les idées sont tellement incroyables qu'on se dit, mais comment ils ont pu avoir une idée pareille? Comment quelqu'un qui a réfléchi au truc, il a pu avoir cette idée de faire ce truc-là? Et un truc que les gens ne savent pas non plus, si je parle trop, il faut me couper le sifflet. Hein. On va répondre à quelques questions quand même. Oh, ben, posez les questions. Juste un truc que les gens ne savent pas, c'est que quand on est en foyer, on mélange, parce qu'il n'y a pas de moyens, les enfants des enfants placés, parce que les parents se disputent, avec des voyous pour lesquels le placement est une sanction. C'est-à-dire que votre petit Jérôme, parce que vous êtes disputé avec votre femme, il va être avec un autre, un gamin plus rock'n'roll, plus âgé, qui va lui mettre des torgnoles. Et ça, on ne le sait pas parce qu'il n'y a pas de moyens. Voilà ce qui se passe en vrai. Merci pour cette intervention. Moi, je voudrais rebondir sur un élément quand même que vous avez évoqué, c'est-à-dire que on parle des services sociaux, donc l'aide sociale à l'enfance, mais en réalité, on s'aperçoit que l'aide sociale à l'enfance, qui fait une sous-délégation de services publics à des associations souvent locales, qui effectivement ne sont pas du tout formées. Donc, on les voit recruter, alors bon, je ne vais pas les citer, hein, mais on les connaît tous, qui recrutent en permanence des éducateurs, etc., qui sont des gens absolument pas formés. Et ces gens-là vont faire des rapports sur le comportement des familles, etc. Et effectivement, le juge dira, c'est béton, ce qu'ils ont écrit est la vérité absolue. Ça, c'est un problème. C'est-à-dire que les services sociaux, effectivement, ne sont pas, délèguent leurs responsabilités, souvent au niveau du département, des associations parfois montées ad hoc, parce qu'il y a de l'argent qui circule aussi, il faut le dire honnêtement. Le placement d'un enfant, ça rapporte de l'argent. Pierre Nave, qui était directeur général de l'IGAS, avec qui on a travaillé quelque temps, nous disait effectivement que sur plus de 50% des placements étaient abusifs, parce qu'il y avait de l'argent qui circulait. Il y a aujourd'hui, il y a 3 ans, une émission qui s'appelait Enfance en souffrance sur la France 5, sur la 5, qui montrait justement le business qu'il y avait derrière. Donc des gens qui montaient des associations, qui touchaient de l'argent et qui mettaient quelques éducateurs, enfin un éducateur chapeautait une dizaine de personnes qui n'avaient aucune qualification, mais ces gens-là font les mesures d'investigation judiciaire, font les assistances éducatives, etc. Ça, c'est pas normal. Il y a un moment donné où l'État doit reprendre le contrôle de la protection de l'enfance. Les moyens. Voilà. Donc moi, j'ai effectivement quelques questions posées par les gens qui regardent, donc qui disent effectivement, j'ai Anso qui dit qu'elle a très mal vécu un passage chez le JAF, qui a eu un comportement qu'elle n'oubliera jamais. Alors effectivement, quand vous évoquez le fait que ces audiences, en JAF ou JDE, hein,
Et quand vous évoquez effectivement il devrait y avoir une sorte de supervision, c'est-à-dire que la levée du huis clos, et moi j'ai évoqué effectivement la possibilité, parce que bon, les greffiers n'ont pas le temps, ils sont surchargés, leur boulot c'est effectivement de noter tout ce qui se passe au moment de l'audience, quand ils sont là, parce que des fois il n'y a même pas de greffier. Oui. Et donc, moi, je sais qu'on avait été reçu à la chancellerie à Paris et nous avions proposé, l'association, nous avions proposé qu'il y ait, j'avais même dit au directeur de cabinet de la ministre, il y aura même une caméra fictive dans le bureau du juge, il aura un autre comportement. Ben oui, mais il y a par exemple, au pénal, dans l'instruction, il y a une caméra. Ouais, c'est très bien. Une caméra, et c'est confortable. C'est-à-dire que c'est confortable. Si, c'est confortable parce que ça lui permet effectivement, en cas de problème, de dire bah, écoutez, on va reprendre le film et ça s'est passé de telle et telle manière. Alors, je vous donne un exemple. Il y a un juge avec qui vraiment on est à la châtaigne, lui et moi, on est à la châtaigne dans le centre de la France, c'était compliqué. Et on passe pour un enfant où les services sociaux disent il ne faut surtout pas placer l'enfant, surtout pas, il ne faut pas, l'enfant va souffrir trop, et la mère, il faut l'aider, elle est en difficulté, mais il faut l'aider. Avec le juge, j'ai déposé plainte contre lui. J'ai saisi la chancellerie en disant celle-là, si elle travaille, c'est mieux. Et donc, et elle a fait ça. C'est moi qui décide et je vais placer. Je l'ai vu. S'il y avait une caméra, cette femme, plus jamais les juges. Plus jamais les juges. Plus jamais de toute sa vie, elle les juge. C'est normal. Ça devrait être. Ce n'est pas acceptable. Exactement. Qui décide. Ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire que en correctionnel, par exemple, vous avez parfois des magistrats qui vont loin dans la façon d'interroger les clients, les gens, ils y vont avec les pieds, mais il y a un respect. Il y a un respect, il y a un respect. Et il y a réellement un respect. Pourtant, le correctionnel, on va défendre des violeurs, des assassins, des tueurs, des trafiquants de drogue, tout. Mais le magistrat respecte. Et parfois, c'est dur, en vrai. Même nous, hein, justement, il y en a, on n'a pas trop envie de les respecter. Hein. Il y en a, on se retient. Hein, eux et nous. Hein, eux et nous. Mais il y a le respect. On affiche un respect à ces gens. Et là, comme il n'y a aucun témoin, c'est open bar. Il y a des endroits où c'est open bar. Et ce n'est pas acceptable. Oui, alors, pas partout, attention. Hein, attention. Malheureusement, moi, j'ai là où ça dysfonctionne. Mais bon, on a reçu pas loin de 1700 appels quand même de dysfonctionnement. Hein. Oui, ben nous aussi. L'idée du mouvement, on n'a pas ouvert 1700 dossiers, mais on a eu plus de 1700 appels. Et des gens qu'on aide, qu'on envoie à droite à gauche aux confrères, on en a un wagon. C'est-à-dire, et il y en a énormément de dysfonctionnements qui sont majeurs, hein, des dysfonctionnements majeurs. Justement, le problème, c'est que des dysfonctionnements, c'est humain, c'est normal que ça dysfonctionne. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de système de contrôle qui soit mis en place et qui doit être mis en place par les institutions. Et de responsabilité. Alors moi, je dis un truc qui est tout simple. Moi, je suis avocat, je suis responsable, j'ai une assurance. C'est comme si on était tous les deux en voiture, qu'on a un accident. Ben, c'est pas grave, on a fait une connerie, on a un accident, point. J'en ai fait des conneries. 30 ans, j'en ai fait, j'ai déclaré un sinistre, j'ai fait des conneries, ça peut arriver. C'est-à-dire, sur le nombre de fois où on va prendre la voiture ensemble, on aura un accident. Ça peut arriver. Et comme ça peut arriver, nous sommes responsables. Ce qui est, par contre, totalement anormal, c'est que le magistrat qui va prendre un enfant, le magistrat est irresponsable. Je vous donne un exemple d'un jeune homme que je reçois la semaine prochaine, que j'ai déjà vu plusieurs fois. À 8 ans, ils sont deux frères. Un juge parisien a placé un en Bretagne où il connaît personne, l'autre en Normandie où il connaît personne. La mère était à ce qu'il y avait avant le RSA est au RMI. Au RMI, donc elle n'a jamais plus vu entre 8 ans et 18 ans, 10 ans, cette femme n'a plus jamais vu ses enfants. Les deux frères ne se sont plus jamais vus. D'accord ? Les avocats ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient. A priori, ils ne sont pas arrivés à grand-chose. C'était compliqué. Je reçois ce gamin-là qui me dit, moi, mon frère, je ne le connais pas. Et ma mère, je l'appelle maman, mais ce n'est pas ma maman. J'ai grandi dans cette famille d'accueil. On n'a pas de lien particulier. Et ce qu'il vient me demander de faire, c'est d'engager la responsabilité du juge. Et je me dis, je n'ai pas le droit de le faire, mais pourquoi pas ?
pourquoi pas? Pourquoi ne pas engager la responsabilité nominale de M. Marc Berthet, par exemple, j'invente le mot, hein, de dire, toi, là, qui pendant 10 ans a tout refusé, qui a généré cette douleur immense, cette brisure, tu es responsable. Celui qui est responsable, c'est toi. C'est pas l'administration. Oui, une question. Est-ce que justement, les recours par rapport aux agents de service public ne doivent pas obligatoirement passer par le tribunal administratif? Bon, c'est pas tellement ça. Oui, mais c'est pas ça le problème. C'est qu'on peut pas. Par exemple, le type qui a chattertonné l'enfant là au fauteuil, bon, lui, en gros, il n'a rien à faire plus dans ce métier. Donc, je suis arrivé, le magistrat a clôturé. Quand je suis arrivé, je suis parti avec l'enfant. Mais il a refusé de me donner le dossier. Du coup, je sais pas, c'est pas possible de poursuivre puisque pour avoir l'élément matériel qui était le courrier des services en disant il s'est passé ça, il faut que j'ai ce courrier matériellement. Mais on a refusé à Lille de me donner ce dossier. Du coup, je ne peux pas aller chercher monsieur Jérôme Stullifier. Je ne peux pas lui aller chercher sa responsabilité parce que je n'ai pas le dossier et que c'est fini. Je vous donne un autre exemple. Une maman qui est à Aix, un peu dépressive, on lui prend ses enfants, elle est en souffrance. Et le magistrat lui envoie, alors qu'elle redemande un peu plus de droits, on lui a signifié une nouvelle fois l'interdiction de voir son enfant, alors qu'elle suppliait, cette femme suppliait par écrit avec divers avocats de revoir son enfant. Elle s'est suicidée. Et comme elle habitait dans un endroit un peu loin, on a découvert son corps que 3 semaines après. Et là, je suis l'avocat des parents qui disent on vient de se rendre compte que notre sœur qu'on n'avait pas vue, que l'on pensait en vacances à l'étranger, elle s'est suicidée depuis 3 semaines. Le jour où elle a reçu à nouveau le courrier du juge, il n'y a pas d'empathie, on t'envoie le truc. On peut demander 50 fois. Non, alors il apparaît que vous devez encore travailler sur votre parentalité. Donc non, on ne vous ouvre pas de droit. Un autre exemple, il y a un magistrat à qui j'écris régulièrement, toujours dans cette région du Gers, régulièrement en disant attention, il y a un des enfants, là, il est en souffrance, hein, il déguste. Je fais plusieurs courriers au service et au magistrat. Il est en souffrance, il faut faire attention, et il va y avoir un cataclysme, il faut que vous ouvriez un peu des droits, réinjecter de l'espoir. Même si vous ne rendez pas l'enfant, ce n'est pas grave, mais laissez-les voir la maman, laissez-les se rencontrer, passer peut-être qu'une soirée ou une journée avec chez eux, mais ouvrez un silence de mort jusqu'à ce que l'enfant arrive dans le 7e lieu de placement en 6 mois et se jette par la fenêtre. Alors, il ne s'est pas tué, mais le responsable, ce n'est pas l'administration qui n'arrive pas à avoir une seule famille d'accueil, c'est le magistrat qui ne répond pas au courrier. Le responsable, c'est le magistrat qui ne répond pas au courrier. Tout à fait. On va passer la parole à Stéphane, parce qu'on arrive au terme bientôt. Stéphane, tu as des questions? Merci, ça me permettra de dire bonjour. Oui, alors je voudrais étendre, parce que les exemples, si on est là, on les connaît tous, ces exemples. J'aurais voulu étendre ce que disait M. Hamas. C'est dommage qu'on n'ait pas pu dialoguer un peu plus. Nous avons un aperçu qui est basé sur les gens qui ont parfois tendance à se séparer, ça se passe un petit peu mal, et parfois l'intervention des services sociaux avant d'arriver au juge des enfants ou d'arriver au JAF. Donc, bon, on essaye de faire que tout le monde se calme et de faire les choses rationnellement et que les lois soient respectées, ce qui est extrêmement difficile. J'ai des exemples, moi, de services sociaux qui vont chercher des enfants à l'école, mais sans procureur, sans juge des enfants, et de services de police qui refusent de prendre les plaintes. Et là où j'aurais aimé discuter, c'est que faire une proposition de loi pour que nous ayons autant de droits que les criminels au juge des enfants ou devant le JAF, ça me paraît bien. Mais de manière plus globale, j'ai l'impression que nous avons des services sociaux qui parfois ne sont pas forcément très bien formés, très délégués, mais qui ne sont soumis à aucune autorité. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de trouver un supérieur hiérarchique, il n'est pas possible d'accéder aux documents. Vous allez vous adresser au conseil départemental, à la tête de l'administration, vous allez menacé de passer par la CADA, vous n'aurez pas
les papiers qui vous concernent et qui ont été écrits sur vous et sur votre famille, même quand il n'y a pas de juge, hein, même quand c'est juste eux qui viennent comme ça et puis qui interviennent en demandant des centaines de milliers d'euros ou de millions au conseil départemental ou à la région. Vous n'avez pas les éléments. Quand vous forcément vous les avez, ils sont rayés au blanco. Donc, moi, j'ai l'impression que de manière assez globale, et avant d'arriver à la justice, hein, nous avons un problème d'une administration qui n'est soumise à aucune règle, à aucun cadre. Et lorsqu'on veut justement être dans le droit et dans la règle, on a beaucoup de soucis. Alors quand ensuite les juges s'y mettent, très souvent, ils les y croient sur parole. Donc ils lisent les dossiers, ils les croient. Le fait que ce soit donné devant la porte, ça devient habituel, hein, que ce soit au JAF ou autre. Donc là, effectivement, on est d'accord. Mais en globalisant, moi, j'aimerais qu'on se demande tous ensemble là, s'il serait possible de canaliser l'administration qui coûte très cher. Je crois que le budget de l'ASE, c'est celui de l'administration pénitentiaire française. Enfin, ce sont des chiffres qui sont assez énormes, c'est extrêmement grand. Comment pourrait-on faire pour qu'il y ait possibilité d'avoir des recours, pour qu'on puisse avoir l'information et que ces gens respectent la loi? Voilà, c'était ce que j'aurais voulu qu'on aborde ce soir, y compris lorsque les magistrats ne sont pas encore impliqués, y compris lorsqu'on n'est pas encore obligé de faire appel à un professionnel, parce que beaucoup de gens ne peuvent pas se permettre de dépenser 10, 15, 20 000 euros pour voir leurs enfants. Ils voudraient bien parfois juste qu'on les laisse vivre, que la loi soit respectée. Et je pense qu'il y a un problème, ce serait bien qu'on s'y penche. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Je vais t'interrompre parce que, alors peut-être que je me trompe, mais je pense que l'ASE ne peut intervenir que lorsqu'il y a saisine du procureur de la République. Et saisine... Écoute, non, tu vois, moi j'ai des exemples, notamment dont on a parlé ensemble, là, les enfants qui disparaissent, qui vont ici, ça a été fait, tu vois, il n'y a absolument aucun... il y a des dérives, il y a une habitude qui se met en place, et eux aussi pensent que la justice fonctionne mal, donc on peut aussi parfois les comprendre, hein. Moi j'ai parlé, comme dit Maître Hamas, c'est des gens qui sont très bien là-bas, hein. Essayer de prendre soin des enfants, c'est aussi le signe d'une société évoluée, donc l'intention est bonne, mais eux aussi pensent que la justice fonctionne mal, donc eux aussi parfois ils arrondissent les angles et ils y vont à leur manière. Bon, c'est pas forcément acceptable, mais je pense que nous avons un problème d'ordre général qui est que nous avons une administration, l'ASE est une partie de cette administration, mais si vous avez l'assistante sociale qui débarque chez vous demain et qui vous dit qu'il y a une peinture sur le mur qui ne lui plaît pas, il n'y a pas de supérieur hiérarchique. Les rapports, on ne peut pas les avoir de manière générale, même si ce n'est pas forcément une audience par rapport à un juge. Eux, quand ils se parlent, ils les connaissent. Il faut intervenir parfois des bénévoles qui n'ont pas fait l'IRTS, qui n'ont pas forcément été formés, des gens qui peuvent être très vindicatifs hein, et très extrêmes dans leur façon de faire, et ça pose un souci. Alors heureusement, nous, dans toutes les séparations, on n'a pas les services sociaux qui interviennent, hein, ça reste assez minoritaire, et c'est fort heureux, parce que dans les proportions que ça prend ensemble, il y a vraiment un intérêt à prôner la conciliation, le dialogue, et essayer d'éviter de faire appel aux instances et de partir dans le conflit quand c'est possible, hein, pour des raisons très simples de temps, d'argent et de fonctionnalité. Mais malheureusement, parfois, ça arrive. Et là, il n'y a plus aucune limite. Il n'y a plus aucun cadre et on ne sait absolument plus comment il faut faire. Voilà. C'est ça aussi que je voulais évoquer, parce que ça me paraît dramatique, effectivement. Perdre un enfant, c'est une souffrance, c'est extrêmement grave. Et puis surtout, alors moi j'ai beaucoup moins d'expérience que Maître Hamas, hein, j'ai vu moins de dossiers, parce que comme je suis moins spécialisé que lui, mais je n'ai jamais vu des services sociaux signer un papier disant que l'enfant dont ils s'occupaient, qui leur apportait des subventions, là, ils allaient le rendre demain. J'en ai encore jamais vu. Je pense qu'il y en a, mais j'en ai vu assez peu. Par contre, j'ai vu des structures qui investissaient dans des locaux pour avoir de plus en plus de place pour recevoir des gens, et qui faisaient un peu de logique hôtelière et qui nous coûtaient extrêmement cher. Et là, il n'y a rien, on peut absolument rien faire. Même quand on s'en approche, ils sont parfois violents. Et c'est une grande interrogation. C'est vraiment une très, très grande interrogation. Comment est-ce qu'on est arrivé là? Et surtout, que pourrait-on faire pour que le citoyen normal, en fait, puisse avoir des situations normales? Voilà. Le problème, c'est certainement la délégation qui est faite au département. Ça, oui. Chaque département, le président du conseil départemental gère en fait sa petite cuisine dans son coin, et il n'y a rien de centralisé, il n'y a pas de directive nationale de données. C'est pour ça que... Oui, non, mais là, on est en face de Maître Hamas, qu'on regarde depuis un certain temps. Là, je veux dire, ces coups de bouteille à la mer ont été relayés parce que vraiment, elles résonnaient très fort.
Bon, tu sais qu'on a co-signé un certain nombre de PPL, on a essayé de côté des documents avec plein d'associations pour aller à l'Assemblée, pour faire avancer la résidence alternée, ce genre de choses, ce sont des causes nobles. Moi, je pense qu'effectivement, aller demander à ce que les services sociaux ne soient pas tout puissants, à la fois juge et partie dans le refus du contradictoire, je pense que c'est aussi intéressant. Je pense qu'il y a là aussi une piste qui pourrait bénéficier à tout le monde, à toute la collectivité. C'est ça qui est essentiel, qu'il y ait un équilibre. Bien sûr, absolument. Après, s'occuper des enfants qui souffrent, il faut les sauver. Enfin, je veux dire, je suis pour. C'est évident que je suis pour. Mais est-ce que c'est une ancienne victime qui n'a aucune formation qui va venir et qui va décider que, et puis on ne pourra pas lui répondre, on ne saura même pas ce qu'elle écrit, et puis ça peut aller très très loin. Ça, par contre, c'est un peu embêtant. À l'heure actuelle, il n'y a qu'un acteur, c'est les services sociaux. Absolument. C'est ça qui est anormal. Il n'y a aucun recours, rien du tout. Et ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a qu'un acteur. C'est comme c'est un match, comme un match de foot, où d'un côté, il y aurait le PSG, et en face, il y a deux parents en slip, avec un avocat. Ah bah oui. Oui. C'est-à-dire et puis si on proteste, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y a une équipe hyper puissante, avec toute la possibilité de marquer des milliers de buts. Et puis des fonds illimités. Ah oui. Des fonds illimités. Et en face, il y a des gens qui n'ont rien et qui ne peuvent pas se battre. C'est une administration qui est puissante. Et moi, je pense qu'on a, j'ai déjà dit 10 fois, on a déjà gagné parce que cet entretien qu'on a là, on ne l'aurait pas eu il y a un an. Parce que maintenant, on est... Oui, mais il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Puis il y a beaucoup de gens qui protestent pour des causes nobles actuellement. Et ce n'est pas pour autant que ces causes nobles avancent, ils sont entendus. Et ça va bouger. Et ça va bouger. Ah, il va y avoir un drame. Là, par exemple, il y a plein de mamans qui meurent. Moi, depuis que je fais ce métier, j'ai suivi 3 cercueils. Ça fait qu'un an. En un an de juge pour enfants, j'ai 2 mamans et un gamin. Mais les gens n'y croient pas. C'est pour ça qu'on fait de la communication. Le JAF et le J2 sont dans un environnement violent. Je crois que j'ai jamais rien vu d'aussi violent que les 15 minutes qu'on vous accorde au JAF ou au JDE. On met des années à s'en remettre parfois. Hein. C'est extrêmement violent. On évoquait tout à l'heure le fait qu'il est extrêmement difficile d'avoir des témoignages. Mais nous, dans les associations, autant l'association que dirige Stéphane que la mienne, on a des dossiers comme ça. On a des dossiers. Ah bah oui, L'exemple le plus proche qu'on ait, c'est que Stéphane connaît bien, une vice-présidente de notre association n'a pas vu son enfant pendant des années parce que le père avait une position sociale importante dans un département, donc il était hyper protégé par le président du conseil départemental, et donc elle ne voyait plus son enfant tout simplement parce que il était, alors qu'il y avait une décision de justice où elle avait des droits de visite. Mais il avait décidé, non, tu ne le vois plus. Il disait, mon fils est mon clone, et donc, les termes qu'il employait. Hein. Donc, au bout d'un moment, nous, on est intervenus, on a saisi le défenseur des droits, on a saisi la ministre de la Justice, j'ai eu le préfet au téléphone, j'ai appelé beaucoup de monde, le procureur de la République, et là, ils ont quand même fait une petite enquête et ils se sont rendus compte que le père, il pétait les plombs, c'est-à-dire qu'il n'était pas très net. Et sans prévenir personne, sans préparer le père, ils ont décidé, c'était un vendredi soir, ils lui ont dit, lundi matin, on vient chercher votre enfant. Le lundi matin, ils sont venus, le père avait pris dans la nuit l'enfant et il s'est tué avec l'enfant, ils se sont immolés tous les deux. Ah, mais ça arrive tout le temps. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a touché de près parce que c'était une vice-présidente de l'association qui a été totalement détruite parce que son gosse ne l'a plus vu, quoi. C'est parti. On a également des placements, effectivement, tu évoquais la peinture sur un mur, on a ce genre de choses, une peinture un petit peu noire qui ne plaisait pas à l'éducatrice qui est intervenue. On a le cas d'une maman, alors c'est souvent effectivement des mamans seules parce qu'elles sont fragilisées et donc on leur saute dessus. La maman seule, parce qu'elle avait une photo un peu trop grande de son enfant dans son salon, de son fils dans son salon, ils ont introduit que c'était un poster et ils ont enlevé son enfant. Lien trop fusionnel. Il y a un argument qui est massu, c'est vous êtes fusionnel avec votre enfant. Lien trop fusionnel. Et que vous soyez fusionnel, c'est pas gênant. C'est si c'est fusionnel au détriment de l'autre. Que la maman dorme avec son enfant, mais que quand il était avec le père, ça se passe bien, c'est pas gênant. J'ai interviewé un pédopsychiatre qui m'a expliqué que le problème, c'est quand l'enfant faisait passer l'intérêt du parent avant le sien. Bon, ça, je peux l'entendre. Mais être proche de son enfant, c'est pas critiquable. C'est pas critiquable que le père ou la mère soit fusionnel avec l'enfant, ben, tant mieux.
bien. C'est pas un délit d'être fusionnel. C'est pas un délit, mais ils font par contre, c'est tellement violent que ça fait exploser les gens. Moi, j'ai des parents qui sont à Strasbourg, à Mulhouse, des gens adorables qui sont issus de l'immigration. Lui est ouvrier, travaille beaucoup, sa femme également travaille. Et ils ont plein d'enfants, 4 qui sont grands, et un dernier qui est autiste. Et autiste à un degré relativement important. Ces gens-là n'ont pas les codes avec l'administration, avec l'école, ils n'ont pas les codes, ça ne fonctionne pas bien, ils ont du mal à accepter que leur enfant est autiste, donc on va finir par placer l'enfant. Ils ont du mal à discuter avec le juge, ils ont du mal à discuter parce qu'ils n'ont pas les codes, ils ne parlent pas super bien le français, et puis parce qu'ils n'ont pas les codes de notre société aussi, c'est des braves gens qui essaient de faire ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. On leur prend leur enfant, rapidement le type dit des gros mots, et après ils le voient de moins en moins, et là, au bout d'1 an et demi, ils ne l'ont pas vu. Ils ont fait un raid, ils ont enlevé l'enfant pour se casser, vivre ailleurs. Du coup, on a arrêté, et ils sont en prison, le père et la mère. C'est-à-dire, on a un magistrat qui a refusé toutes les demandes de droit de visite de week-end, de droit de visite après-midi, de droit de visite chez eux, ailleurs, et il a tout refusé pendant 1 an et demi. Tout, ces gens-là n'ont pas vu leur gamin pendant 1 an et demi, jusqu'au point où ils sont allés prendre l'enfant, ils sont en prison. Là, au moment où on parle, ces deux-là sont en prison, père et mère, parce qu'ils ont enlevé leur enfant. C'est normal qu'ils aillent en prison aussi, il faut dire les choses. Mais ils les ont poussés, ils les ont détruits. Ce système, déjà, on divorce, on a un enfant autiste, on prend les coups, on a déjà notre lot, on a payé déjà, c'est une belle addition. Quand on arrive aux services sociaux, ils nous détruisent. Quand on a un souci, c'est ce que je dis à tous mes clients, ne jamais appeler les services sociaux. Jamais. Voilà, c'est simple. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux parce que tout peut se passer. C'est exactement ce que nous disons, nous également, nous gérants, c'est n'appelez pas les services sociaux. Alors, c'est vrai que nous, l'association, bon, là, je fais un petit peu de pub. L'association, on a développé le concordat familial, effectivement, où on a fait intervenir des médiatrices diplômées d'État. C'est une voie de résolution amiable des conflits qu'on essaye de faire intervenir le plus tôt possible, qui permet effectivement que les parents rediscutent ensemble, reparlent de l'intérêt de leur enfant, de pensent à l'enfant et à l'avenir de leur enfant, et puis déposent les armes pour eux. Parce que s'ils rentrent dans le système, effectivement, comment dire, cristallisation du conflit, saisine du JDE parce qu'il y a un signalement pour X raison, et là, c'est fini, quoi. Là, ils rentrent dans un système qui va les broyer, qui va broyer l'enfant. Bon, moi, alors après, on peut globaliser. Moi, il m'a semblé, on a fait une émission de radio en juillet avec un sociologue qui s'appelle Gérard Néran. C'est quelqu'un qui a publié entre 20 et 25 ouvrages, qui s'intéresse beaucoup au droit de la famille. Et durant cette émission, donc, on a analysé l'évolution de la famille française depuis les années 70-80. Bon, il démontre que on arrive dans de plus en plus de familles monoparentales, et ces familles monoparentales sont de majorité féminine. Bon, donc on a parcouru l'importance du rôle du père dans la famille traditionnelle, la mouvance, en fait, la façon dont ce rôle s'est placé, s'est différencié. En même temps, la remontée des droits qui peut se passer aujourd'hui par rapport à il y a une vingtaine d'années dans les situations conflictuelles, la progression de la résidence alternée, mais la constatation quand même qu'on arrivait de plus en plus de familles monoparentales à tendance féminine. Et là où on s'est arrêté, c'est l'intervention des services sociaux. Est-ce qu'on peut dire que l'accroissement des familles monoparentales ou des divorces qui parfois se passent mal est relié à l'augmentation du nombre d'enfants placés et donc à l'augmentation des budgets? Donc ça, c'est une discussion qu'on a eue après l'émission, qu'on a envoyée par email. Il va falloir qu'ils travaillent encore un petit peu, mais il semblerait qu'au niveau sociétal, de manière globale, il y a une augmentation du nombre d'enfants placés. Il y a une diminution des raisons de la gravité de ces placements, et c'est en même temps lié à une espèce de dégrégation de la famille. Moi, je maintiens, si les services sociaux prennent de plus en plus d'ampleur et d'amplitude dans la société française, il faut qu'ils aient un contre-pouvoir et il faut qu'ils aient un mécanisme de contrôle. Ça me paraît logique. Simplement un équilibre. Faut que ça oui, soit tout à fait, c'est ça. Oui, voilà. C'est un ring sur lequel on doit avoir les mêmes gants. Absolument. Surtout s'ils prennent de plus en plus d'importance, qu'ils interviennent de plus en plus, avec de plus en plus de budget, et en même temps un État qui se désengage et qui délègue
à des assos 1901 qui sont parfois super opaques. Hein. On ne va pas citer les exemples où vraiment il y a une notion de rentabilité, on en a. Enfin, c'est assez évident. Et je répète, parfois, ils ne prennent même pas le temps d'aller au juge. Vous voyez, parce qu'il vous faut intervenir, vous voyez l'état qui se passe lorsque on est au stade du JDE. Mais il y a beaucoup de gens qui interviennent parce que madame, par exemple, est allée se plaindre. Je suis désolé, on parle avec la voix des pères parce que ceux qui viennent nous voir, on demande l'égalité. Hein, mais les dossiers que j'ai lus, ce sont ceux-là. Madame va se plaindre de choses qui ne vont pas, les services sociaux viennent, ils la planquent, ils la mettent quelque part, il n'y a pas de procureur, il n'y a pas de juge des enfants, il n'y a pas de service de police, et comme madame est isolée, ça va mal, ils viennent et puis ils piquent le gosse. Et puis à ce moment-là, on arrive au juge lorsque les parents sont assez forts pour porter plainte. Mais parfois, là que le processus prend un an et demi, on s'arrête juste avant le juge, et puis on a encaissé, je ne sais pas, moi, 400 balles par jour sur un an et demi, on fait le calcul, c'est assez important. Et moi, je trouve ça embêtant. Je trouve ça embêtant parce qu'on n'a aucun droit, plus loin aucun droit. Qu'on sache le coût, parce qu'il y a un truc qui est opaque, qui est vraiment opaque, c'est qu'on ne sait pas combien perçoit combien ça coûte l'enfant placé. Alors, par exemple, qui va être placé en foyer, c'est un coût. Ça dépend des départements. J'ai demandé, Claude, je crois que ça dépend beaucoup des départements. C'est un truc dont on n'arrive pas à avoir le chiffre. Et quand on n'arrive pas du tout à avoir le chiffre, c'est qu'il y a un problème. Il y a beaucoup d'argent, on sait qu'il y a beaucoup d'argent. Un enfant autiste, c'est un coût supérieur à celui qui est placé en foyer. Moi, par exemple, j'ai un enfant, j'en ai parlé tout à l'heure, j'en ai un qui est dangereux. J'en ai un qui est surveillé 1 pour 1, c'est-à-dire qu'il y a un éducateur pour lui à chaque fois, tout le temps, à temps complet, parce qu'il est potentiellement extrêmement dangereux. Celui-là rapporte pas mal de pognon, mais il y a du pognon et il faudrait savoir comment c'est distribué. Moi, je ne sais pas si vous suivez, je ne parle jamais de l'argent. Du placement parce que c'est un truc qui m'agace, je ne comprends pas exactement, je ne veux pas en parler. Je dis pas que dans mes émissions, moi je demande aux gens qui interviennent, t'en es à combien toi? Et ils disent les chiffres. Il faudrait pour montrer parce que les gens ne nous croient pas. Combien ça génère de manière claire, comment ça génère selon les départements. Parce qu'à un moment, il faudrait se poser la question, est-ce que cette administration, en tout cas, nous coûte de l'argent, c'est sûr, alors que l'État n'a pas de sous pour la justice. Hein. La justice des mineurs, c'est le parent. L'association 1901 ici, on n'arrive pas à savoir combien elles ont. Je suis tombé, ils sont montés à 7 ou 8 millions il y a plusieurs années. Donc, ils ont une progression de budget qui est énorme. Mais vraiment, il faut fouiller parce que le conseil départemental a fait une erreur. Il y a un PDF qui est référencé sur Google où on peut aller voir la liste des subventions d'associations qui sont ici. Mais comme elles sont sous contrôle d'État et puis que souvent, il y a un juriste qui est aussi au comité directeur et des gens qui sont… En plus, quand on s'approche d'eux, en haut, ils sont bien intentionnés. Hein, donc, on ne peut pas non plus leur parler d'importation. Ce n'est pas mon combat, celui-là. C'est difficile de savoir. C'est une chose, c'est pas mon combat, c'est pas un truc dans lequel je combats. Effectivement, je m'en fous, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est sortir les enfants. Mais par contre, un jour, il faut que ça soit plus clair, ça ne l'est pas. Moi, je pense que ça va avec. Hein. Je pense que ça va avec. Hein. Je vous interromps tous les deux parce que Maître Hamas a un rendez-vous à 20h. Oui. Moi, j'ai un enfant qui est à l'école demain. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est effectivement, le débat pourra être enrichi encore, on pourra encore en parler. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ce genre de live. J'ai quand même un témoignage qui arrive sur Facebook de Julie. Elle dit « L'aide sociale à l'enfance détruit la vie des enfants placés. J'en suis la preuve vivante. Éducateurs qui nous parlent mal et on est comme des marchandises déplacées de foyer en foyer sans penser au bien-être de l'enfant placé. » Donc, il y a effectivement des témoignages qui, bon, je ne vais pas tout détailler, mais bon, je crois qu'effectivement, la réforme de la protection sociale de l'enfant, c'est quelque chose qui doit être envisagé, autant au niveau du traitement, de la justice des enfants. Alors, l'aspect effectivement économique, la Cour des comptes a quand même fortement critiqué le budget alloué à la protection de l'enfance dernièrement. Je ne sais pas si vous avez eu cette information. Mais bon, voilà. Donc, c'est vrai que c'est un milieu assez opaque. Et quand c'est opaque, ce n'est pas sain. Et il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de clarté et qu'on sache exactement ce qui se passe parce que c'est notre argent. On est des citoyens, on paye des impôts. Il faut qu'on sache comment utiliser notre enfant. Moi, je vais vous souhaiter à tous les deux une bonne soirée. À vous aussi, merci. En remerciant d'être venus. Et puis, je remercie les internautes qui nous suivent.
et je souhaite à tout le monde une bonne soirée. J'informe que le 24 septembre, on aura un autre live, le deuxième live. On recevra l'association Arbustim qui fait la chasse aux pédocriminels. Et donc, elle vous expliquera comment ils font cette chasse. Et ils ont des résultats significatifs parce que chaque semaine, 1 ou 2 pédocriminels sont arrêtés grâce à leur intervention qui se fait toujours dans les règles légales avec l'intervention de la police ou de la gendarmerie. Voilà. Bonne soirée à vous deux. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.